Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire itinérant du porte-parole du gouvernement sur les médias pour répondre aux questions d'actualité, celles créées par le gouvernement, mais celles aussi qui s'imposent par leurs enjeux, notamment par leur impact sur la vie des Béninois. Wilfried Léon Ngouedi, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Bienvenue pour cet exercice. Merci. Alors, pour vous interroger sur une série de sujets actuels et avoir la position du gouvernement, j'ai le plaisir de co-officier ce plateau avec mon confrère François-Xavier Noumon de E-Télé. Bienvenue également. Bonjour. François-Xavier, l'actualité dominante, c'est le processus électoral pour les législatives 2023, mais pas seulement. Le contexte de fin d'année est marqué par le hautement social, on le sait déjà, promis par Patrice Talon il y a environ un an. 2023 démarre donc sous ses augures. L'offre sociale présidentielle nourrit les débats et sera convoquée également sur ce plateau. N'est-ce pas, François-Xavier Noumon? Oui, Osias, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, nos meilleurs vœux. Au menu de nos échanges, la revalorisation salariale, effectivement. Parole tenue certes, mais comment finance-t-on sur la durée cet effort social? Sera-ce synonyme de taxes? Toujours sur le front social, le chef de l'État a annoncé en fin d'année de nouvelles perspectives pour les personnes vivant avec un handicap. Qu'est-ce qui se dessine réellement? Et sur l'autre front des législatives qui occupent l'actualité en ce moment, quel est l'état d'esprit de la majorité face aux offensives débridées de l'opposition et comment Patrice Talon observe les critiques frontales de sa gouvernance? Est-il disposé à faire entrer l'opposition au gouvernement en cas de renversement de sa majorité si l'opposition prenait le pouvoir au Parlement, par exemple? Et d'autres questions pourraient être discutées si le temps nous l'autorise. Première question, monsieur le porte-parole du gouvernement, cette question de la revalorisation salariale. Enfin, dirais certains, car pour beaucoup, on était beaucoup taxés cette annonce de canular une fois passé le mois de novembre, où les annonces étaient attendues, on va dire, promesses tenues. Monsieur Noumon, Monsieur Sounouveau, je voudrais vous remercier pour cette opportunité de début d'année. Et au-delà, vous faire mes vœux d'une année pleine et satisfaisante à tous égards. Mais au-delà de vous, à l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient sur le territoire national ou en dehors, leur dire également nos bons vœux de bonne année 2023. Ce disant, je parle aussi bien de ceux qui critiquent l'action du gouvernement pour nous permettre de faire encore plus. Et je parle aussi de la grande majorité qui comprend désormais cette action, qui nous encourage et nous disent elle est porteuse de résultats, continuez dans ce sens. Cela dit, la revalorisation des salaires intervenue en décembre, enfin, avez-vous dit? Oui, enfin, pourrait-on dire, parce que si l'on se place du côté des travailleurs, l'attente était légitime, elle durait à leurs yeux et il était temps. Mais fort heureusement, ils ont également appris à connaître le chef de l'État et son gouvernement. Et c'est lui qui a indiqué que cela se ferait au plus tard à fin 2022 en discutant avec leurs représentants, les partenaires sociaux. Et puis effectivement, autour de fin décembre, alors que l'agenda institutionnel de la République a fait flotter de quelques jours l'annonce, certains d'entre eux en étaient à se demander s'ils auraient pu être roulés par le gouvernement, ce qui n'est pas de nos habitudes. Et puis avec quelques jours de patience, chacun d'eux a compris pourquoi, non plus à fin novembre, mais plutôt fin première semaine de décembre, les annonces ont été faites. Et puis 2 semaines au plus après, chacun a pu constater sur sa fiche de paye que c'était une évidence et généralement, d'après les retours que l'on a, une évidence plus qu'heureuse parce que j'ai le sentiment, pour les témoignages que l'on a en dehors de quelques-uns, j'ai le sentiment que nos concitoyens, agents de l'État, dans leur ensemble, étaient largement satisfaits de la revalorisation intervenue, en tout cas de l'impact qu'ils ont ressenti sur leur fiche de paye. Et en cela, il faut insister pour rappeler que cette mesure représente tout de même 60 milliards de francs CFA et plus sur la masse salariale entendue annuellement, ce qui postule que chaque mois, c'est plus de 5 milliards de francs CFA supplémentaires que le gouvernement injecte dans les poches de ces travailleurs
et par conséquent sur le marché. Ce qui, vous le devinez bien, vous qui êtes souvent intéressé par les questions économiques, est de nature à dynamiser le marché national, relancer le pouvoir d'achat, toutes choses qui ne font que du bien à l'économie nationale. Alors, renforcer le pouvoir d'achat, c'est du bonus pour la relance de l'activité économique avec la relance de la consommation. Après, derrière, on est sûr que Patrice Talon a réfléchi à la question. Il faut financer ce coût additionnel social du budget. Comment sera-t-il financé? Sous pression fiscale? Mais non, le président Talon lui-même vous l'a indiqué dans son message sur l'état de la nation, c'est parce que cela a été planifié que le gouvernement sait que le pays est désormais capable de faire face à ces charges additionnelles que nous avons été aussi ambitieux dans la revalorisation intervenue. Et il ne s'agit pas de rechercher par des voies d'imposition nouvelles de quoi financer ce surcoût sur la masse salariale. Non, si nous avons attendu, c'est forcément parce que chacun l'aura compris, en instituant une politique de rigueur dans la gestion des finances publiques, en prenant le temps d'abord de régler ce qu'il appelle les préalables qui touchent à tout le monde, nous avons voulu faire une action cohérente. Et ensuite, maintenant, dégager les ressources qui nous permettent, sur la durée, de tenir cet engagement, parce qu'il faut bien en convenir. À partir du moment où c'est fait, cela rentre dans la rubrique des charges pérennes. Et rassurez-vous, le budget du Bénin, qui a travaillé pendant ces dernières années à se consolider, à devenir beaucoup plus résilient, ce budget, il est tout à fait aujourd'hui en capacité de faire face à ces nouvelles charges. Vous voulez dire par là tirer un satisfecit et attribuer ça à une sorte de réussite de la politique économique de Patrice Talon, pour tout dire? Forcément, de sa politique en général et de la politique économique en particulier. Et c'est là où il faut oser engager parfois la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens qui ne comprennent pas toujours cette dynamique. Vous voyez que, et je suis convaincu d'ailleurs que nombre de nos concitoyens le savent maintenant, nous sommes sortis de la logique des dépenses à tout va, ce que nous aurions appelé dans d'autres domaines du Socharucha, pour entrer dans la Socharucha qui, en d'autres termes encore, voudrait dire que nous étions habitués à manger notre blé en herbe, aussitôt produit, et parfois même avant même d'avoir été produit ou d'arriver à maturité, c'était déjà consommé. Mais par contre, nous avons été là, ces dernières années, habitués à un peu plus de rigueur envers nous-mêmes, un peu plus de rigueur dans la gestion de la chose publique. Et cette rigueur nous a demandé un peu de patience pour faire en sorte que les bases se solidifient pour structurer le développement socio-économique global et qu'à côté maintenant, ce qui concerne les corps spécifiques, les attentes individuelles ou corporatistes puissent être prises en charge. Cela relève d'une logique et d'une telle pertinence que, à l'arrivée, voyez-vous, encore une fois, la portée des revalorisations intervenues était plutôt à la satisfaction quasi générale. Toujours sur cette question de la revalorisation salariale, je ne sais pas si la campagne électorale est la base de toutes ces, on va dire, critiques, on en parlait tout à l'heure. Il y a, dans une certaine opinion, une suspicion par rapport à ce vocable spécifique de sur-salaire qui pourrait être retiré à tout moment, c'est-à-dire juste un effet spécifiquement conjoncturel. Quelle réponse vous donnez à ces petits murmures? Non, Monsieur Noumon, avant même que d'en arriver au vocable sur-salaire, j'ai effectivement écouté, lu, entendu comme vous parfois. Un peu avant le 19 ou le 20 décembre, j'ai entendu certains professer que cette revalorisation n'interviendrait pas, qu'il fallait l'attendre pour 2023 et non en décembre 2022. Et puis, quand cela devenait évident que ça va se faire, j'ai entendu dire que ce serait en proportion ridicule. Vous ne perdez rien à attendre, vous le constaterez vous-même. Et puis enfin, quand c'est arrivé et que les témoignages ont commencé à fuser, les mêmes ont commencé à dire de toutes les façons, ce qu'ils appellent sur salaire, ça va disparaître dès les prochains mois. C'est arrivé en période électorale. C'est arrivé en décembre. Sur salaire, avant cadeau électoral. Avant l'ouverture de la campagne électorale. Mais chacun aura définitivement compris que ce qui a été planifié un an plus tôt, pour être mis en œuvre dans les
3-4 mois qui suivraient, mais qui a dû être différé pour les raisons que nous connaissons désormais et sur lesquelles il ne serait pas décent vis-à-vis de nos concitoyens d'insister davantage. Je vais néanmoins rappeler les effets pervers de l'après-Covid, mais aussi le conflit Russie-Ukraine. Chacun peut l'observer. Après, ça a été une conjoncture peut-être positive que cela advienne en décembre 2022. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, malgré les assurances du gouvernement, ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, avaient envie de titiller nos concitoyens, agents de l'État, pour les mettre sous pression, voire sous tension, en leur faisant croire qu'ils rêvaient en attendant cela. J'aime souvent les comparer à ceux qui considèrent que le jardin Bénin, tant qu'il est entretenu par un certain jardinier Patrice Talon, même si celui-ci a les doigts verts, que ce jardin ne doit jamais fleurir. Parce qu'ils ont le sentiment que s'il fleurit du fait du savoir-faire de ce jardinier en chef, cela est contre leurs intérêts à eux. Et puis, vous l'aurez observé, on passe le temps à réciter comme un mantra son vœu, son ambition, que rien ne marche tant que c'est lui qui est là. Mais j'ai dit, heureusement que les mantras ont ceci de particulier que il faut y croire pour que ça marche. Or, il se fait que même ceux qui les professent et les proclament, ils finissent par ne pas y croire parce qu'ils sont toujours pris à défaut par la réalité des réalisations qui se font. De sorte qu'à l'arrivée, les agents de l'État ont bien compris qu'ils avaient été un peu objet de manipulation de ceux qui avaient des intérêts tout particuliers. Et pour finir, les sursalaires, nous avons indiqué que cela a été justifié essentiellement par le besoin de justice sociale qui nous a amenés à faire en sorte que les gagnes petits obtiennent un peu plus que ceux qui avaient déjà ordinairement mieux. C'était la seule vraie raison de l'usage des sursalaires ici. Et le président de la République a indiqué devant l'Assemblée nationale, comme 24 heures avant lui, le compte-rendu du Conseil des ministres, que les effets de la revalorisation du point indiciaire, comme les sursalaires, accompagneront les agents de l'État jusqu'à leur retraite, ce qui enlève en principe tout objet à la polémique, à l'intoxication qui voudrait que, au bout de quelques mois, que les sursalaires soient retirés aux bénéficiaires. Il n'en sera absolument rien, nous l'avons dit, c'est écrit, les sursalaires accompagnent jusqu'à la retraite ceux qui en bénéficient aujourd'hui, en leurs effets. Voilà. Parlons maintenant d'autres agents économiques, hormis ceux de l'État, qui pourraient se sentir quelque peu laissés en rade si on met de côté le SMIC qui est acté. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, ou est-ce qu'il y a en étude des mesures incitatives pour quand même essayer de titiller quelque peu le patronat, l'encourager à revaloriser aussi de ce côté-là, parce que, disons-le, les chiffres le disent, le montrent, c'est le plus grand corps social, hormis ceux de l'État, c'est la grande masse qui s'y retrouve. L'assurance que je peux vous donner, M. Noumon, c'est que aussi bien le président de la République que son gouvernement continueront de sensibiliser, de plaider pour que le patronat et plus généralement les employeurs privés entendent ces interpellations, son plaidoyer, afin que la dynamique positive qui est née, cette ferveur qui a été observée, d'ailleurs, il ne me souvient pas avoir noté sur vos antennes ou sur vos écrans au cours des derniers jours de décembre les complaintes traditionnelles que les bonnes dames dans les marchés ont, à savoir « Oh, cette année, nous n'avons rien vendu. C'est pire que l'année dernière. » Je n'ai pas particulièrement observé ça. Peut-être que les effets positifs de la revalorisation sont passés par là. Et il va donc sans dire que les agents du privé allant sur les mêmes marchés que ceux du public, le gouvernement n'ayant pas le pouvoir de décréter les augmentations de salaire dans le privé, il va continuer à plaider. Et si demain il a
sous les yeux des mesures particulièrement incitatives qui pourraient y encourager. Je suis convaincu que ce sera de gaieté de cœur que le chef de l'État les entreprendrait avec son gouvernement. Et finalement, on peut dire qu'il y a une autre catégorie dont les longs sempiternels plaidoyers ou plaidoiries même, à la limite de la supplication, finit par avoir un écho favorable auprès de Patrice Talon. Non pas que ces plaidoyers-là n'aient été adressés qu'à lui seul. En fait, c'est depuis des lustres, en fait, depuis plusieurs gouvernements. Patrice Talon a annoncé finalement de meilleures perspectives pour améliorer le sort de cette catégorie de la population, les personnes qui vivent avec un handicap. Qu'est-ce qui se dessine en vérité? Quand vous avez suivi cette séance inédite en soi, parce qu'il ne me souvient pas avoir déjà vu un chef de l'État béninois s'entourer de cette catégorie de nos concitoyens pour échanger, mais vraiment sans filtre avec eux. Il ne me souvient pas d'avoir vu ça avant. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer? Il leur a dit, vous savez, si le président Talon était un fiefé démagogue, comme on en a déjà connu dans ce pays, il aurait peut-être déjà reçu 3, 4, 5 fois nos concitoyens porteurs de handicap pour les rassurer, à faire des annonces de mesurettes, mais il a dit chaque fois non. Pourtant, on sait qu'il y avait une attente en place. Et lui-même, la ministre des Affaires sociales vous l'a dit, chaque fois qu'il a évoqué la question, il a toujours dit « je veux d'une action structurée, je veux de quelque chose d'ambitieux pour impacter véritablement la vie de ses concitoyens qui n'ont pas moins de droits que les autres dans la République ». Et c'est cela qui a fait que le temps nécessaire a été pris pour préparer le terrain. Je peux vous le souffler, hein. Il y a pas moins de 2 ans à peu près que les décrets d'application de la loi ont été préparés. Ils ont été étudiés une première fois. Et puis le chef de l'État a dit, vous pouvez repartir avec pour faire un benchmark et voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le secteur et vous reviendrez après avoir peaufiné ces décrets. Donc, on cherchait vraiment des expériences d'ailleurs qui permettent de mieux faire. Et puis, à l'arrivée, il y a des lignes forces qui se sont dégagées et qui permettent d'entrevoir ce que pourrait être l'action du gouvernement au profit de nos concitoyens porteurs de handicaps divers afin de toucher leur quotidien, mais vraiment de façon positive. Et c'est seulement quand il a eu maintenant la conviction que nous sommes plus avancés, même si ce qui est fait peut encore être parfait, qu'il a décidé de les rencontrer, de discuter avec eux directement et ainsi de pouvoir leur faire quelques grandes annonces. Et puis vous avez entendu, en fonction des catégories de handicap, vous avez dû voir que les besoins sont d'une telle spécificité qu'il fallait vraiment aller voir dans les détails ce qui conviendrait à chacun dans la gestion de son handicap. C'est ainsi que le président de la République l'a annoncé. Nous avons réfléchi et nous partirons sur la défiscalisation, par exemple, des moyens de transport pour ceux qui ont des handicaps moteurs lourds, qui ont des difficultés à se mouvoir, à se déplacer et qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir des équipements de qualité. Nous irons sur la défiscalisation, par exemple. Les moyens de transport pour ces personnes-là, les appareillages aussi, les instruments dont ils peuvent avoir besoin. Cela est envisagé. Donc, vous voyez, rien que pour cette catégorie de personnes, ce qui est prévu. L'avènement prochain de cette carte dont parle le président de la République pour l'égalité des chances, la carte qui permet de dire, oui, telle personne est porteuse de handicap à tel degré, et pour savoir en cas d'assistance de l'État ou pour bénéficier des prestations de l'État au profit de ces personnes-là, dans quelle catégorie il faut la mettre pour pouvoir bénéficier de ce qui serait mis en place dans la politique de l'État. Regardez la question, par exemple, de l'éducation. Ça, c'est de façon plus générale pour des personnes. Les annonces qui sont faites pour les soutiens que l'État pourrait faire aux particuliers qui s'investissent déjà dans la cause de l'éducation de ces personnes, mais aussi, regardez les engagements pris pour densifier l'action de l'État lui-même au profit de nos concitoyens porteurs de handicap dans le sens de leur meilleure éducation, parce que, enfants du Bénin, ils ont droit eux aussi
à l'éducation que la République donne à tous ses enfants. Et puis, quand l'une de ces personnes l'a interpellé sur les décrets d'application de la loi qui a été promulguée depuis 2017, j'y reviens, vous voyez la réponse qu'il a faite. On n'a pas voulu faire presser, juste pour satisfaire. On a pris le temps pour, et maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, les décrets ayant déjà été étudiés, ils vont être actualisés et dans les tout prochains mois, il a dit les premières semaines, donc si vous convertissez les semaines en 2-3 mois, parce que je sais qu'il a dit autour de la fin du premier trimestre, début deuxième trimestre, quelque chose pourrait être annoncé de façon conséquente et chacun aura l'occasion donc d'apprécier ce que le gouvernement entend faire au profit de nos concitoyens porteurs de handicap. Il ne serait pas moins pertinent en termes de réponse structurelle dans la durée, par exemple, de leur offrir que l'État finance le accès aux soins de santé, par exemple? Non, déjà pour ceux d'entre ces personnes qui seraient de la catégorie des pauvres extrêmes, cela va sans dire, bénéficient de l'assistance de l'État pour leur assurance maladie. Mais vous avez pu observer aussi, et ça je peux vous certifier que c'est quelque chose qui a particulièrement séduit et enchanté le président de la République. Quand il a vu que des personnes handicapées se battent au quotidien, ne s'abandonnent pas à la fatalité, ne considèrent pas que leur handicap, c'est un handicap pour la vie, mais se battent pour exister sans attendre la communauté, sans attendre l'aumône. Regardez l'exemple de ce monsieur Yekini, qui est entrepreneur, qui s'est battu déjà pour se scolariser, mais qui est dans les affaires. Et vous a même dit, je suis contributeur parce que je délivre des factures normalisées. Regardez Madame Glikou, qui a fait l'ENA et qui, spécialiste des ressources humaines, travaille. Regardez M. Tawema, qui est étudiant en année de licence. Et regardez la petite Émilienne, élève en classe de 5e. Donc, toutes ces personnes qui montrent que le handicap, il peut ne pas être une fatalité. Au contraire, on peut épuiser son viatique pour aborder la vie, aller de l'avant dans la vie. Et ça, c'est quelque chose de frappant. Donc, pour les handicapés qui seraient vraiment de la catégorie des pauvres extrêmes et qui nécessiteraient l'action résolue de l'État, ils sont forcément pris en compte dans la politique structurelle de notre action sociale qui voudrait que leur prise en charge soit assurée par l'État en ce qui concerne l'assurance maladie. Pour les autres, ce qui sera fait dans le domaine de l'éducation, pour les plus jeunes, va forcément les impacter. Mais pour les plus grands, quand demain il y aura la défiscalisation sur donc les moyens de déplacement, sur les appareillages, cela concerne forcément tout le monde. Quand les espaces publics vont être aménagés pour faciliter l'accès de ces lieux aux personnes porteuses de handicap, cela fera forcément au bénéfice de toutes ces personnes. Lorsque les mesures discriminatoires incitatives que le chef de l'État a annoncées seront mises en œuvre pour faciliter l'accès de nos concitoyens porteurs de handicap à l'emploi, notamment dans la fonction publique, ce sera forcément au bénéfice de tous ceux d'entre eux qui rempliraient les conditions exigées au moment des recrutements, de même que si nous parvenons, ainsi que le président de la République l'ambitionne, à encourager le secteur privé à recruter ces personnes via les mesures incitatives qui seront prises, ce sera là également forcément au bénéfice de toutes les personnes porteuses de handicap qui rempliraient les conditions pour accéder aux emplois offerts par le secteur privé. En tout cas, on espère pour notre part que ces mesures qui, on l'espère, ne seront pas des mesurettes, vont sérieusement impacter ceux de nos compatriotes qui vivent avec cette infortune naturelle. C'est impressionnant déjà de courage, leur combativité. Parlant de courage, on va tâter le courage du camp présidentiel face à la montée de l'opposition dans la campagne. Voilà, du social au législatif, il n'y a qu'un pas, parce que toutes ces thématiques-là reviennent au cours de l'offensive des partis de l'opposition. Alors, pour ces législatives, quel est l'état d'esprit, on va dire, de la majorité face à ces partis de l'opposition qui sont, on va le dire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont assez offensifs sur le terrain? Comment vous sentez la majorité présidentielle? Ça fait 10 jours que la campagne électorale a commencé. On observe
l'activisme des uns et des autres, l'état d'esprit des forces qui soutiennent le pouvoir, c'est en entrant dans cette campagne, c'est de renforcer les liens avec les populations, c'est de les rassurer de ce que, grâce au soutien qu'elles apporteront, ces forces qui soutiennent l'action du chef de l'État, qu'elles apporteront à sa gouvernance, renforcer les acquis qui ont commencé à se remarquer de façon évidente. Et puis, in fine, s'en sortir avec une majorité qualifiée pour conforter la politique gouvernementale et assurer au chef de l'État la poursuite des réformes que son gouvernement entreprend. Les concitoyens, dans leur grande majorité, je pense, l'observent parce que quand on parle avec les Béninois, quelles que soient les obédiences, la grande majorité reconnaît que le pays progresse. Bien entendu, il y a quelques nihilistes qui considèrent que depuis 6 ans maintenant, rien ne marche dans le pays. Rien du tout. Je vous ramène à l'image du jardinier de tout à l'heure. Mais, un grand nombre considèrent qu'il vaut mieux désormais faire avec cette rigueur qui produit tant de fruits qu'avec le laxisme et le laisser-aller que l'on a connu et qui était proprement improductif pour la République. De plus en plus de nos concitoyens considèrent que manger son blé en herbe, son maïs en herbe ou son manioc en herbe comme nous avons été habitués à le faire, ce qui ne nous a pas particulièrement avancé, n'était pas préférable au fait de faire des investissements sur l'avenir pour que chaque enfant de la République puisse avoir le peu auquel il aspire de la part de la République pour mieux vivre. Nos concitoyens observent que aujourd'hui, désormais, les cantines scolaires qui couvrent 75% de nos écoles primaires publiques déjà, où plus d'1,1 million enfants béninois mangent par jour, fonctionnent très bien désormais du premier jour de la rentrée au dernier jour, contrairement à il y a 6-7 ans en arrière, où les cantines scolaires, au mieux, marchaient 20 jours francs dans l'année. Nos concitoyens observent très bien que si au début cela a paru si difficile, c'est parce que nous avions été plutôt habitués à se laisser aller, à ce laxisme, plutôt que de faire dans la rigueur. Mais ils observent que cette rigueur, c'est elle qui permet justement que l'argent de l'État ne se distribue plus dans les poches privées, mais serve à assurer la disponibilité de l'énergie électrique. Et c'est ça qui fait que vous n'avez plus les concerts de groupes électrogènes à longueur de journée, voire de nuit. Vous n'avez plus les avaries dans les petites épiceries où se vendent les produits congelés ou surgelés du fait de l'indisponibilité de l'énergie électrique. Nos concitoyens observent que c'est cette rigueur qui fait que l'argent de l'État est orienté vers les objectifs qui impactent l'ensemble de la population, ce qui permet de donner de l'eau potable à un plus grand nombre de nos concitoyens. Ils observent de plus en plus que les grands centres urbains sont davantage propres, que cela est souligné par tous les visiteurs, par les étrangers, et ce n'est pas à la gloire d'une personne, c'est au mérite de l'ensemble des Béninois. Nos concitoyens veulent bien que tout cela se poursuive, que les routes continuent à être densifiées, que l'enseignement technique qui est prôné et pour lesquels les investissements majeurs ont démarré deviennent réalité. D'accord. Donc vous assumez, parce qu'à vous entendre, vous assumez donc le fait que les partis de la mouvance présidentielle n'aient pour projet de législature que Patrice Talon en réalité. Quel que soit le pays que vous prendriez, lorsque vous avez un gouvernement en place qui, fort heureusement, produit du résultat, il va de soi que les partis qui s'en réclament surfent sur ces résultats. S'il n'y avait pas de résultat du tout, si cette politique était improductive, vous allez voir que ces partis seraient partis se chercher ailleurs. Voici, il ne faut pas se cacher même pour évoquer le nom du président Talon ou se réclamer de sa gouvernance. Il n'en est rien. Vous voyez bien que ces partis sur le terrain assument, disent aux populations que si vous nous donnez la majorité, nous allons aider le chef de l'État à poursuivre sa politique au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je pense que c'est légitime et c'est honnête. Mais vous aurez observé que le président Talon, lui,
contrairement à ce qu'on aurait pu voir avant, ici comme ailleurs, il ne s'implique pas lui-même dans cette campagne. Il laisse les partis affronter leurs adversaires en espérant qu'à l'arrivée, ils vont gagner. Ça, c'est quand vous occultez le petit coup de pouce le 8 décembre dernier pour luper le BR. Mais non, vous l'interprétez... Un gros coup de pouce. Non, vous l'interprétez comme un gros coup de pouce. Moi, je dis que c'est une marque d'honnêteté. D'ailleurs, vous n'avez pas vu depuis lors un de ces partis reprendre cette séquence et la diffuser en boucle à l'attention des électeurs. Depuis le 8 décembre, quand même. Ils sont très prudents, ils sont très habiles. Pour autant, ils reprennent à leur compte, et vous le faites déjà, ce discours d'inventaire positif de l'action gouvernementale que les partis qui soutiennent la majorité, qui sont du côté de la majorité présidentielle, eh bien, utilisent comme munition sur le terrain de la bataille électorale. Ce à quoi les opposants leur répondent dans un discours alternatif pour considérer qu'avec le gain du bonus démocratique, de la restauration démocratique, ils feront mieux. Alors, quand ils gagneront la bataille au Parlement, qu'est-ce que vous feriez? Vous les recruteriez au gouvernement? Mais déjà, pour aider Patrice Talon à faire mieux? Regardez, moi, vous connaissez ma religion sur cette question de déficit démocratique. Et nous n'allons pas refaire l'histoire, encore moins remuer le couteau dans la plaie. Mais si vous situez les choses dans le juste contexte, sans a priori, chacun sait très bien d'où nous sommes partis en 2019 pour aboutir à cette assemblée que les opposants décrient. Mais je vais vous dire, c'est cette même assemblée, 100% acquise au président Patrice Talon, qui a voté des lois de réforme majeures, qui a voté la réforme de la Constitution en renforçant les mesures de limitation de mandat présidentiel. Donnez-moi 2 exemples de pays africains ou tropicaux où un chef d'État en exercice a une majorité aussi qualifiée, fait une révision de la Constitution et n'entrevoit pas de sauter les verrous pendant qu'il peut en profiter. Au contraire de cela, Patrice Talon a fait mettre dans cette Constitution un renforcement inédit, je dirais même historique, de la limitation des mandats. Cela vous prouve combien cette Assemblée, quoique entièrement acquise à Patrice Talon, était animée aussi de l'esprit républicain pour faire les choses qui permettent de consolider notre démocratie. Et puis, c'est précisément parce que nous sommes en démocratie que la démocratie béninoise fonctionne, que cette opposition, quand elle a fini par faire les formalités administratives qui étaient attendues d'elle, peut participer aux élections et que sur le terrain, les diatribes s'entendent sans que cela gêne personne, sans que personne ne leur dise « mais pourquoi vous versez dans les injures ?» Non, j'espère que vous l'entendez de temps en temps, ces diatribes-là. Pourtant, est-ce que vous avez déjà entendu le président Patrice Talon ou son gouvernement aller dire ce que tel ou tel font? Ça n'est pas républicain, ça n'est pas démocratique. Non, c'est l'expression démocratique. Et nous espérons qu'au soir du 8 janvier, le bilan il sera fait et les Béninois auront arbitré et chacun saura ce qu'il représente en tant que force politique. Autant on doit la vérité de reconnaître à Patrice Talon le mérite d'avoir essayé de limiter l'inclination ici en Afrique sous les tropiques des chefs d'État à vouloir s'éterniser au pouvoir, en tout cas en tentant le coup. Autant, on doit reconnaître aussi qu'il y a le verrou des 10% de suffrage qu'on a dû imposer pour accéder au fauteuil parlementaire. Et cela est considéré comme un verrou, comme un habile manège qui a été ourdi pour limiter l'accès de partis non favorables, candidats non favorables au chef d'État à l'Assemblée. Oh, Monsieur Sonovo. Et là, c'est considéré comme une ruse, un jeu assez habile. Oh là là, je vous vois venir, Monsieur Sonovo. Je reprends mon compte les critiques. Les 10% ont une histoire antérieure à Patrice Talon. C'est quand même au Bénin ici que nous avons décidé que les candidats à l'élection présidentielle qui auront recueilli au moins 10% de suffrages bénéficient d'un remboursement partiel ou total des frais qu'ils auraient engagés dans la campagne. Pourquoi on n'avait pas dit 5%? Pourquoi on n'avait pas dit 2 ou 3%?
Donc, vous voyez déjà qu'il y a une source au 10%. L'élection présidentielle. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une question de logique sur toute la ligne. Pas pour les législatives. Ensuite, nous avons fait des réformes qui postulent l'avènement de grands partis d'envergure nationale associés au financement public des partis politiques pour les arracher des griffes de mafia ou de financement occulte. Et quand on fait ça, parce qu'il s'agit de l'argent de tous les Béninois et non de l'argent du président Talon ou de votre argent ou de mon argent, il faut forcément qu'il y ait des normes, des contraintes. Et c'est ça qui a amené à fixer le taux de 10%. Je voudrais extrapoler encore un moment, M. Sounouvou. La même constitution de 90 a dit ici au Bénin que à moins de 40 ans, vous ne pouvez pas être président de la République. À plus de 70 ans, vous ne pouvez plus être président de la République. Mais vous connaissez des pays où à 25 ans, à 30 ans, on peut être candidat. À 80 ans, on peut être candidat et même se faire élire. Diriez-vous pour autant que c'est un déficit démocratique que d'avoir exclu les personnes qui auraient moins de 40 ans et celles qui auraient plus de 70 ans? C'est des choix que l'on fait à un moment donné en fonction des objectifs que l'on veut atteindre dans la construction d'une nation moderne. Quand on a fixé à 40 ans le minimum pour être candidat à la présidentielle, cela ne plaît pas à tous les Béninois. Quand on a dit qu'au-delà de 70 ans, vous ne pouvez plus être candidat à l'élection présidentielle, cela ne plaît pas à tous les Béninois qui voient bien ailleurs des présidents qui se font élire à plus de 70 ans. De la même manière, je peux comprendre et je comprends que le seuil des 10% paraisse inaccessible pour certains au point de les amener à le brocarder. Mais je vais vous dire, vous pensez que c'est destiné à écarter, soi-disant, des partis qui seraient opposés à l'action du gouvernement? Moi, je vais vous renvoyer au municipal de 2020. Au municipal de 2020. Le parti d'opposition qui était dans la course, le principal parti d'opposition, c'était les FCDE, qui s'en sont tirés avec un peu plus de 15% des suffrages et qui ont eu des représentants. Mais un parti soutenant l'action du président de la République, je vais nommer le PRD, s'en est tiré avec à peu près 7%, 6% et poussière. Avant cette réforme, le PRD, au regard des résultats qu'il a engrangés dans le Grand Lemay, aurait raflé tous les sièges pratiquement de conseillers communaux et municipaux et aurait raflé la totalité des maires. Mais il se fait que, rapporté au contexte de cette réforme, le PRD, malgré ses presque 7% de suffrage, n'a pas eu un seul conseiller communal et n'a pu avoir aucun maire. Aucun. Donc, c'est une mesure de la juste application de cette loi, sans discriminer qui que ce soit, sans tenir compte de la position sur l'échiquier en faveur ou contre le pouvoir en place. Non, il s'agit d'appliquer les règles. Et vous voyez qu'un parti comme le PRD, qui a tiré les leçons de ce que la réforme veut vraiment qu'il y ait au Bénin de grands partis, des partis qui conquièrent le pouvoir, ce parti a fait le choix stratégique de se fondre avec un autre. Enfin, il a compris la leçon. Je n'apprécie pas le moment, mais je considère que c'est un choix pertinent qui a été fait. Donc, de se fondre avec un autre. Et j'ai observé que parmi les candidats du parti né de la fusion des deux, il y en a positionnés en bonne place qui proviennent de l'ancien PRD, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on peut dire que au sein de ce grand parti, il y aura des élus de sensibilité PRD, ce qui n'aurait pas été le cas si le parti était resté lui-même et avait décidé d'aller aux élections tout seul et qu'il ne faisait pas les 10%. Donc c'est un choix à faire. Demain, au sortir de ces législatives, je suis convaincu que les partis d'opposition qui ne feraient pas les 10%, même s'il leur arrivait par exemple de faire des résultats éclatants dans telle ou telle circonscription, mais qui ne feraient pas les 10% et donc ne pourraient pas enlever un seul siège de député, ils iront conséquemment faire le point et se dire « nous gagnerions certainement pour les prochaines fois à nous mettre ensemble ». Et ça, ce serait déjà une nouvelle victoire pour la réforme du système partisan prônée par le président de la République et son gouvernement, parce que
nous voulons qu'il y ait des partis forts, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, qu'ils se mettent ensemble pour être forts et proposer des offres de politique gouvernementale à nos populations afin qu'une fois élus, ils implémentent ces offres, qu'ils en répondent pour être adoubés à nouveau ou pour être sanctionnés selon que les populations apprécient en bien ou en mal leurs résultats. Comme j'avais réagi tout à l'heure quand vous évoquiez l'élection du PRD, la véritable leçon, n'est-ce pas, n'est-elle pas de considérer que quand on n'est pas des deux grands partis chouchoutés par le chef de l'État, en vérité, on a très peu de chances, en vérité, de réussir une élection, que ce soit municipale ou législative, et puis, à plus forte raison, après présidentielle. C'est ça, finalement, la leçon que le PRD a tirée. Et d'où la conclusion que les 10% constituent toujours un verrou pour des partis d'opposition. Encore une fois, en faisant cette réforme, on a empêché personne de se regrouper. On imagine. On a empêché personne de se regrouper. On a dit l'ambition s'est fait advenir au Bénin de grands partis politiques, des partis d'envergure nationale, des partis de gouvernement. On a compris, monsieur. Vous pouvez faire le choix d'être un parti politique agitateur d'idées, d'être un parti politique qui ne postule pas la conquête du pouvoir d'État. Vous pouvez faire le choix. Mais cette réforme n'a jamais ciblé qui appartient à telle obédience ou qui appartient à telle autre obédience. Et quand on a parlé du PRD tout à l'heure, j'aurais pu vous parler aussi de l'UDBN, qui en 2020 avait fait un peu plus de 5% des suffrages et n'a enlevé aucun siège. Pourtant, c'est un parti qui soutient aussi le président de la République. Et justement, cette élection vous donne à constater que si le PRD a tiré les leçons de 2019, 2020, l'UDBN a choisi d'aller encore seul aux élections. On attendra les résultats pour voir s'il a eu raison de le faire tout seul ou s'il avisera demain sur l'utilité de se mettre avec un autre parti pour être ensemble plus fort. Et j'ai dit que la même logique vaudrait pour les partis d'opposition qui pourraient rater les 10%. En cas de renversement de la majorité, que ferait le président de la République? Serait-il disposé, par exemple, à faire entrer des opposants au gouvernement? Monsieur, vous dites souris parce que la question fait peur dans le camp présidentiel? Non, pas du tout. Je souris parce que quand je regarde le terrain, quand j'écoute nos concitoyens, et Dieu sait que j'en écoute de toutes obédiences et de toutes origines dans le pays, je dis encore une fois, même s'il y a des points d'insatisfaction, la grande majorité de nos concitoyens considèrent que le pays avance. Et j'ai le sentiment qu'ils sont prêts à donner au chef de l'État les moyens législatifs pour continuer à mettre en œuvre sa politique au service du développement de notre pays. Donc, si je souris, c'est parce que à l'heure où nous parlons, je n'ai pas le sentiment que votre hypothèse ait des chances d'advenir. Cependant, si elle advenait, j'ai déjà pu le dire par le passé, je peux vous le redire ici, le président Patrice Talon, au-delà d'être un homme pragmatique, un homme d'action, c'est aussi un homme de dialogue. Donc si demain il avait affaire à une Assemblée nationale franchement hostile à sa politique parce que dominée par des élus d'opposition, il considérerait à tout le moins que ce sont des Béninois qui sont là et qu'ils ont intérêt aussi à ce que le Bénin progresse. Donc, il discutera avec eux pour continuer à mettre en œuvre sa politique. Mais, encore une fois, on est dans une hypothèse d'école. Voilà, juste pas une question piège. Comment jugez-vous, on va dire, l'irruption ou la participation de l'ex-président de la République dans la campagne des démocrates, par exemple, même s'il n'y a pas encore de prise de parole officielle? Mais pour le moins, les ténors de ce parti l'agitent un peu partout. Est-ce que... ça vous amuse ou ça vous effraie dans le camp présidentiel? Bon, je crois que malgré cela, il vous arrive de mettre en doute la réalité démocratique dans notre pays. Je ne dirais pas que c'est un has-been, parce que quoique has-been, il aspire à être présent sur le terrain, ainsi que chacun a pu l'observer depuis au moins 2017, 2018, 2019. C'est son choix. Mais nous avons été suffisamment édifiés ici, les Béninois aussi, sur la politique de M. Boniaï, sur sa façon de nous gouverner. Nous avons été suffisamment édifiés. Et j'ai la conviction que si, avant lui, et davantage en son temps, certaines réformes avaient osé être faites
certains choix majeurs de politique avaient osé être faits, nous n'aurions pas vécu le début de mandat du président Patrice Talon en considérant que c'était si dur parce que nous aurions été habitués déjà un peu plus aux efforts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la dialectique, je parlais de la rigueur qui produit des résultats au laxisme qui n'en produisait pas. Je ne veux pas remuer de couteau dans la plaie, mais chacun peut se souvenir ici que nous avons déjà vécu des années où un président de la République n'était jamais au courant de ce que faisait son gouvernement dès lors qu'une décision suscitait des critiques dans l'opposition. S'il n'était pas en voyage, c'est qu'il était en brousse et il n'avait pas été présent au moment où la décision a été prise. A contrario, depuis 2016, vous avez un président de la République, droit dans ses bottes, qui assume ses choix, les choix de politique de son gouvernement, qui les défend, qui les explique, qui en fait la pédagogie. Ce me semble être là une marque évidente de sens de responsabilité et de respect pour les Béninois qui lui ont fait confiance, parce que quand les Béninois ont fait confiance à un dirigeant, c'est parce qu'ils attendent de lui qu'il pose des actes. Même si pour lui-même, c'est douloureux sur l'instant, même s'il est incompris sur l'instant, mais chaque fois qu'il est convaincu que c'est ce qu'il y a de bon à faire pour que la République progresse, pour que, a posteriori, chaque Béninoise et chaque Béninois en tire des dividendes, il le fait, il avance au péril de ses propres intérêts immédiats, mais il le fait en étant convaincu que c'est ce qu'il y a de bon à faire pour la République et chacun peut observer combien le président il s'investit sans compter. C'est déjà la fin de ce rendez-vous de réponse du porte-parole du gouvernement aux questions d'actualité, parmi lesquelles les offensives assez forte et vigoureuse de l'opposition dans cette campagne pour les législatives. C'est une bonne respiration démocratique, si je dois résumer l'appréciation qu'en fait le porte-parole du gouvernement, plutôt qu'une asphyxie démocratique, c'est tant mieux. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour notre pays. Les législatives 2023, ça fait le menu de nos discussions, de nos échanges. D'autres questions aussi comme le hautement social, les bonnes annonces, les bonnes perspectives pour les personnes vivant avec un handicap. Voilà, c'était le menu de ce rendez-vous du porte-parole face aux questions d'actualité. Merci à vous d'être venus pour cet exercice. Merci. Merci, Osias. Merci.